Et, cette rencontre, notre chère sœur Aminata Traoré, qui malgré son emploi du temps hyper chargé, vient de perdre un être cher et ne pourra malheureusement pas se joindre à nous. Alors, nous sommes de tout cœur avec elle. Jusqu'à la dernière minute, elle a vraiment essayé. Et ça fait juste peut-être 1 heure et demie qu'elle a dit, ben, malheureusement, mon malade est parti. Donc, je vous remercie, vous qui avez pu vous joindre, malgré les difficultés techniques, comme quoi Zoom n'est pas toujours aussi simple qu'on peut le croire. Moi, c'est la première fois que je rencontre des problèmes comme ça. Et merci donc à vous qui avez accepté de venir vous mettre autour de cet arbre à palabres virtuel et à vous autres qui êtes connectés pour pouvoir nourrir un petit peu la discussion. Lorsque il y a à peu près plusieurs mois, je me suis retrouvée avec ces 2 prédictions. C'était le mois de l'histoire des Noirs à Québec. Et en fait, je voulais organiser cela, mais c'était trop court. Et puis, je me suis dit, c'est mieux de le faire dans le cadre du mois de l'Afrique. Ça aura beaucoup plus de poids et ce sera beaucoup plus approprié. Donc, la première prédiction qui a eu lieu en 1920, et c'est un journaliste caustique qui s'appelle Henry-Louis Mecken, qui a dit, au fur et à mesure que la démocratie, le concept va s'installer, le peuple profond va aussi se mettre à prendre des aises et un beau jour, nous allons nous retrouver avec un crétin complet à la Maison-Blanche, autocrate, narcissique. Et je pense qu'on y est. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle aux États-Unis. Ensuite, 5 ans plus tard, en 1925, donc ça fait 100 ans exactement, un artiste américain, qui est lui satiriste, il a fait un dessin avec 3 géants et 2 minus à leurs pieds avec des fouets. Les 3 géants, c'est la Chine, l'Inde, l'Afrique, et à leurs pieds, l'impérialiste américain, les Européens, etc. Cette deuxième prédiction est en cours parce que nous avons vu comment la Chine est en train de toiser l'autocrate à la Maison-Blanche. Nous avons aussi vu comment l'Inde est en train de se lever malgré ses pesanteurs internes et externes avec sa guerre avec le Pakistan. Ces 2 sont des pays. L'Afrique, c'est un continent avec 54 pays. Et sur les 54 pays, nous en voyons un qui a le courage de s'exprimer, de se lever et de dire ce qu'il pense. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a osé traduire en justice le protégé puissant de Trump et qui non seulement le traduit en justice, mais obtient même gain de cause. Ce n'est pas pour autant que le Nord global reconnaît cette condamnation. Et c'est là où nous nous rendons compte que les 53 autres pays, il serait peut-être temps qu'eux aussi se réveillent, puisque le commentaire sur le dessin des 3 géants, c'était de dire ils vont se réveiller. Et c'est ça notre causerie, c'est de voir comment effectivement les autres pays, les autres 53 pays pourront
apporter leur solidarité et leur voix à celle de l'Afrique du Sud pour ce réveil dont on a besoin. Nous savons aussi qu'hier, le président de l'Afrique du Sud a été reçu à la Maison-Blanche, que comme d'habitude, Trump a essayé de le piéger avec ce qu'il appelle le génocide des Blancs en Afrique du Sud. Mais nous verrons que le président de l'Afrique du Sud avait aussi ses arguments pour montrer au roi des fake news combien ce qu'il montrait comme preuve ne l'était pas. Alors, moi, je ne vais pas trop prendre de temps parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais s'il y a des personnes qui voudraient poser des questions, ils pourront le faire, elles pourront le faire. Je vais passer la parole évidemment à notre modérateur. Je ne saurais trouver les bons mots pour remercier mon jeune frère Ibrahim Assal. Vraiment, il a été d'un soutien précieux et c'est lui d'ailleurs qui avait pu obtenir de Aminata Traoré qu'elle puisse contribuer à cette rencontre. Et depuis que je lui en ai parlé, il n'a que des encouragements. Je voudrais le remercier ici et lui dire combien j'ai d'amitié et d'admiration pour ce qu'il fait à Trust Africa. Alors, mon frère Ibrahima, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour ces mots extrêmement gentils. Vous êtes tellement généreuse. Merci. Je trouve que le fait d'avoir pris l'initiative d'organiser ces mois de l'Afrique au Québec et organiser beaucoup de panels, chacun aussi important que l'autre, est déjà quelque chose. Et je te suis depuis pas très très longtemps, mais je pense que tu es une grande source d'inspiration et tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de suivre en fait le chemin que vous avez tracé, vous et des gens comme vous. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette conversation, c'est une conversation, c'est comme ça que nous l'envisageons. Nous envoyons nos prières, et nos soutiens et notre amitié à notre grande sœur Aminata Traoré, qui était très enthousiaste, qui avait beaucoup de choses à dire justement sur ce thème. Mais malheureusement, les choses sont passées comme elles se sont passées. Nous prions pour le repos de l'âme de la personne disparue et nos condoléances à toute sa famille. Euh, oui, je pense que d'abord, ce qu'il faut saluer, c'est cette initiative de célébrer le mois de l'Afrique au Québec, hein. Et je pense que les prédictions dont on va parler c'est vraiment un sujet qui se prête à une célébration comme celle du mois de l'Afrique. Euh, Ce qu'il faut dire, et comme vous avez commencé à le dire, Marie, c'est que l'ordre mondial est en train de changer. Il est en train de changer à une vitesse peut-être qu'on pouvait difficilement imaginer il y a encore juste quelques décennies. Et évidemment, ce que ça nous pose comme question, et l'Afrique dans tout ça, hein? Et où est-ce qu'on va? Comment faire en sorte que on ne rate pas le train cette fois-ci? Et non seulement qu'on ne rate pas le train, mais qu'on soit parmi ceux qui conduisent le train du changement et qu'on amène le train vers des destinations beaucoup plus heureuses. Et comment sécuriser les intérêts stratégiques du peuple africain? Comment faire en sorte que les injustices historiques qui ont été commises soient réparées et comment on rééquilibre il faut les rapports de force. Parce que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Il y a un rééquilibrage en cours et je pense qu'on ne peut pas comprendre certaines choses qu'on voit, y compris des postures comme celles qu'on observe aux États-Unis aujourd'hui, en dehors de ce grand rééquilibrage qui se fait. Et, et ce qu'il faut te rappeler avant qu'on ne continue, c'est que le thème choisi par l'Union africaine pour cette année,
C'est la justice pour l'Afrique et les personnes de descendance africaine ou d'ascendance africaine, et à travers les réparations. C'était le thème du sommet de l'Union africaine au mois de février et c'est le thème toute l'année. Comme chaque année, l'Union africaine le fait, et retient un thème. Cette fois-ci, c'est la réparation. Alors, je pense qu'une des grandes questions, justement, qui mérite réflexion quand on parle de réparation et de justice globale, c'est justement le nécessaire rééquilibrage des rapports globaux. Et comme tu l'as dit très fortement, très, très justement, c'est on voit la montée de la Chine et d'autres pays qui font partie de cet ensemble qu'on appelle commandement les BRICS. Et on voit que quelque chose est en train de changer, quoi. Quelque chose est en train de changer. Et en même temps, on voit aussi comment l'Europe et les États-Unis se réorganisent pour essayer de récupérer le terrain perdu ou essayer de garder un poids qu'ils ont encore comme puissance hégémonique au niveau du monde. Et là encore, euh, on se rappelle que l'Afrique a vécu donc la domination extérieure, le pillage de ressources, les hommes et les femmes qui ont été transportés, les ressources naturelles, y compris les plus précieuses, aujourd'hui les plus prisées, ont été pillées et continuent à être pillées. Les ressources financières, les estimations actuelles sont que notre continent perd près de 100 milliards de dollars par an à travers les flux financiers illicites, les flux financiers dits illicites, hein. C'est le commerce organisé d'une certaine manière qui transfère les valeurs du continent d'une manière illégitime. Et alors, comment changer ça? Comment faire en sorte que et les ressources dont on dispose, y compris les hommes et les femmes qui sont dans ce continent-là, qui est le continent qui concentre le plus de jeunes aujourd'hui dans le monde et qui va bientôt être parmi les plus peuplés, et comment faire en sorte que tout ça soit mobilisé, organisé et structuré de telle sorte que on arrive non seulement donc à rééquilibrer les rapports globaux, et ce n'est pas nouveau comme ambition, ce n'est pas nouveau comme combat. Les Kwame Nkrumah y sont passés avant. Les grands de ce monde-là ont parlé de nouvel ordre économique international. À un moment donné, on peut parler de nouvel ordre de l'information, même avec Amadou Mahtar Mbow, ce qu'il a essayé de faire, et d'autres. Donc, le combat pour le rééquilibrage et la réorganisation n'est pas nouveau. C'est qu'il prend des contours nouveaux, je crois, et c'est ça qu'il faut comprendre et comment nous positionner dans tout ça. Alors, la caricature que nous avons vue, la deuxième prédiction, on voit trois géants l'Afrique, l'Asie et l'Inde, qui surplombent l'Europe et les États-Unis devraient devenir des nains. Et c'est une vision, c'est une vision d'artistes qui ils ont la force et la capacité de mettre en image des choses qui sont très compliquées, mais la force de l'image, c'est que ça rend tout ça très visible, quoi. Alors, est-ce que c'est ce qu'on doit ambitionner, d'arriver à ce renversement des perspectives et des situations, ou est-ce qu'on devrait aussi faire en sorte que par la libération de l'Afrique, on libère le monde aussi par la même occasion, qu'on aboutisse à une situation beaucoup plus, encore une fois, équilibrée, beaucoup plus juste, un monde nouveau dans lequel on n'aura pas une minorité d'États et des groupes sociaux qui, euh, qui dominent, qui contrôlent tout, qui dictent, qui, euh, qui briment, hein, qui font tout. Et au contraire, on a un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solidaire. Voilà, je pense que c'est un certain nombre de questions qu'on devrait pouvoir aborder dans le cadre de ce panel. Et la diversité des panélistes, je pense, nous donne une occasion, une opportunité d'avoir des perspectives très différentes, justement, sur cette problématique. Et je voudrais donc remercier tout le monde. Nous avons un panel extrêmement riche. Demary Fall ne s'est pas présentée elle-même, mais c'est une experte de l'UNESCO pendant des années. Elle a travaillé au niveau de l'UNESCO. Elle est active dans le bureau de la francophonie. Elle joue un très grand rôle au niveau aussi bien du Sénégal que dans la diaspora africaine. Et au Québec, comme on a vu, c'est elle qui a pris, entre autres, elle ceux qui ont, parmi ceux qui ont initié ce mois de l'Afrique au Québec et reste panafricaniste jusqu'au Et bout. prima, on ne te suit plus? Vous m'entendez?
Oui, on Est-ce que l'entend. vous m'entendez? Oui, oui, très bien. On Oui, oui, l'entend. oui, Oui. oui, oui. OK. Voilà. Très rapidement, je voulais juste, je vais inviter chaque panéliste à se présenter avant de commencer à parler. Mais la liste est assez impressionnante. On a Jean-Michel Atta, président de la commission Enjeux globaux, euh, Cohen OIF, membre du bureau exécutif du Centre international de droit comparé et de l'environnement. On a Fanta Badjo, cadre commercial et formatrice en hôtellerie. On a Isman Soukaina Diop, qui est psychologue clinicienne, enseignante chercheuse et maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a Aziz Salmon Fall, qui est professeur, politologue internationaliste, membre du GRILA, groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. On a Ali Moussa Iye, qui est doctorant en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Grenoble et qui est président du think tank Afrospectives, une initiative de l'Afrique globale et qui a aussi travaillé à l'UNESCO pendant longtemps. Et on devait avoir Aminata Draman Traoré avec nous, ancienne ministre de la Culture au Mali. Voilà. On a également, on devait avoir Penda Mbow avec nous. Penda a enregistré une courte vidéo. On va commencer donc par la projection de ces courtes vidéos et puis après on passe aux présentations. Et le format, ça va être présentation assez courte pour donner justement la place à un échange beaucoup plus important avec avec les participants. Donc, si nos amis qui contrôlent la technique pourraient nous projeter la vidéo de Pendambo, ce serait bien. Vous pouvez le faire maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir voir la vidéo? Partage d'écran. Je pense qu'on peut continuer et puis peut-être pendant la discussion, on ferait une petite pause pour cela, le temps qu'on envoie ça aux techniciens. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais inviter le premier panéliste. Je vais juste suivre l'ordre tel que c'est sur le papier. Et Monsieur Jean-Michel Atta, 2 minutes pour nous dire un petit peu plus de ce que vous faites de vous-même. Et après, vous avez 5 minutes pour partager vos réflexions sur le thème. D'accord. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier la présidente du collectif du patrimoine immatériel pour la francophonie, Madame Marifal, hein, pour cette très belle initiative. Et donc, je suis Jean-Michel Atta, docteur en droit public, enseignant à l'Université de Perpignan, ici en France. Et aussi, comme vous l'avez indiqué, je suis par ailleurs président de la commission enjeux globaux au sein de la co-ING de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et aussi membre du bureau exécutif du Centre international de droit comparé de l'environnement. Alors, c'est un grand plaisir de participer à cet échange, ou alors, comme l'appelle notre aîné Marifal, à cette causerie. Et donc, j'espère, avec tous les panélistes, que, bien entendu, nous pourrons apporter notre modeste contribution à ce grand sujet. Merci. Allez-y, vous pouvez continuer vos réflexions sur le thème en quelques mots. Ah, d'accord, j'ai cru comprendre que ce Ouais. serait après. Ouais, donc, vous pouvez Euh, continuer. Ouais. d'accord, ok. Ouais. Donc, alors, pour moi, je suis particulièrement, je dirais, fier de participer à cet échange, d'autant plus que cette initiative s'inscrit, d'après ce que j'ai pu comprendre, par une plus grande initiative, à savoir de faire reconnaître par l'Union africaine et par tous les États africains le mois de mai comme le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Et donc, bien entendu, si ce projet venait à aboutir, ce projet serait une très belle acquisition pour le patrimoine immatériel de l'Afrique. Et l'histoire est la lanterne qui éclaire le chemin des peuples dans la vallée ténébreuse de notre vie terrestre. Et un peuple sans histoire, on le sait, est un peuple égaré. Et une personne égarée est naturellement une personne vulnérable, une personne que l'on peut facilement soumettre à notre volonté. Et ceci, les colons l'ont bien compris.
Ils l'ont bien compris. C'est pour cette raison que l'un des premiers objectifs de la colonisation fut d'effacer l'histoire, autrement dit les mémoires et l'âme des peuples africains. Et donc, ce qui fait que, mais contrairement aux Occidentaux, qui, ou disons, dont l'histoire ou la mémoire est dépendante des écrits et je dirais des bouts de papier, l'Afrique avait cette chance d'avoir des bibliothèques immatérielles, pour ranger son histoire. Il s'agit notamment des griots, on le sait tous, les griots du Mali. Il s'agit aussi des anciens qui, à travers des contes et des récits, permettaient de perpétuer notre histoire, notamment aussi les griots qui, à travers des chants accompagnés de belles mélodies, permettaient de perpétuer l'histoire de l'Afrique. Et donc, grâce à ce patrimoine immatériel, l'Afrique a su garder une grande partie de sa lanterne, autrement dit de son histoire. Et aujourd'hui, notre aîné Marifal, ou encore notre sœur Marifal pour d'autres, nous appelle à une discussion sur deux déclarations. L'une sur la Maison Blanche, que je me garderai malheureusement de commenter, et une autre qui prédisait que l'Afrique, l'Inde et la Chine deviendraient les nouvelles puissances dominantes du monde. Et à cette question, on va s'interroger de savoir que fait l'Afrique pour en faire une réalité. À cette question, moi, j'apporte trois réponses que je me permettrai de développer plus tard, notamment l'éducation comme le premier pilier de réponse à cette question. Ensuite, la paix, l'entente, la cohésion et la solidarité entre les Africains comme le deuxième pilier de réponse. Et enfin, le troisième pilier de réponse, pour moi, est l'investissement des instances internationales. Parce que je suis juriste internationaliste, spécialiste de droit international de l'environnement. J'interviens beaucoup dans les instances et les conférences internationales, dans les négociations internationales. Et malheureusement, la société civile africaine, brille parfois par son absence. Et donc, c'est également l'un des piliers que je vais aussi soulever en tant que réponse à cette question. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Atta. C'est déjà un certain nombre de pistes de réflexion extrêmement intéressantes et importantes. Merci infiniment. Alors, je vais à présent inviter Madame Fanta Badjo, aussi de prendre la parole. Dites-nous un petit peu plus ce que vous faites. Parlez-nous un peu de vous-même en une minute et puis après, vous pouvez aussi dire comment vous ressentez les prédictions et comment vous voyez l'Afrique évoluer et ce qu'elle devrait Bon, être. Ouais. Allez-y. merci, je vous remercie et merci à tout le monde. Mes condoléances déjà pour notre sœur Aminata Baman. Et je suis Fanta Badio, je suis formatrice, je suis cadre commercial et je vous remercie donc pour ce mois de l'Afrique initiée et pour le mois de mai. Et effectivement, l'Afrique est un continent magnifique et qui, malgré toutes les tares qu'elle a connues, donc l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et toutes les pertes de repères initiées par les prédateurs, les colonisateurs, elle a su, bon an, mal an, garder ses valeurs, quelques-unes de ses grandes valeurs. Et donc, nous avons connu dans les siècles passés une très, très grande charte de démocratie, celle du Mandé, qui était une charte basée sur toutes les valeurs ancestrales africaines qui ont permis donc à l'Afrique de vivre, une partie de l'Afrique en tout cas, de vivre de façon paisible, donc avant l'arrivée des prédateurs, des colonisateurs. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend. D'accord, très bien.
Et donc, malgré tout cet art-là, elle a quand même su garder ses repères. C'est vrai que l'Afrique a été un continent de l'oralité, hein, déjà depuis le début, et ce qui a permis que les prédateurs écrivent son histoire à sa place. Du coup, une histoire qui a été pour le moins biaisée et qui a fait en sorte que l'Afrique, d'une manière générale, aujourd'hui, a perdu pas mal de ses repères. Donc, les solutions que je propose, que je vois, c'est qu'il faut déjà que nous puissions nous réapproprier nos valeurs qui ont fait de l'Afrique cette grandeur, qui lui ont permis de tenir jusqu'à présent. Et puis ensuite de mettre l'accent sur l'éducation, mais vraiment l'éducation, de réécrire donc notre histoire par nous-mêmes, par nos valeurs, et puis ce qui permettra aux Africains de se reconnaître, de se retrouver, et puis ensuite de continuer donc le chemin de cette bataille pour le rééquilibrage mondial, hein, du rééquilibrage qu'elle puisse faire partie du monde avec toutes ces valeurs, que ces valeurs soient reconnues, parce que ce sont des valeurs qui ont toujours apporté la paix à travers le monde et à travers l'Afrique particulièrement. Et donc ensuite, vraiment, les solutions, les grandes solutions que je propose, c'est vraiment reprendre toute l'éducation, tout le système éducatif qui a été inculqué jusqu'à aujourd'hui et qui apporte quand même pas mal de problèmes. Et ensuite, beaucoup de formation, et puis surtout aussi la gouvernance. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont un grand problème avec la gouvernance, ce qui provoque toutes les crises que nous voyons aujourd'hui. Et donc, il serait vraiment bon que et les gouvernants et les gouvernés changent les mentalités pour que nous puissions vraiment tous ensemble faire en sorte que cette Afrique-là puisse grandir et hisser donc au niveau des autres puissances. Voilà un petit peu en gros ce que je peux dire. Merci infiniment. Merci, Madame Badio. La charte demandée, évidemment, on devait la célébrer davantage, la faire connaître. Tout à fait. Elle est extrêmement riche. Mm. Vous avez souligné l'importance de l'histoire et comment effectivement l'histoire a été falsifiée. Tout à fait. C'est tout un enjeu d'ailleurs l'histoire de l'Afrique. L'éducation, comme M. Atta, vous avez souligné ça également, il y a la question de gouvernance. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et ce qui était aussi implicite dans l'intervention de M. Atta, quand il a parlé de paix et de Tout à fait. cohésion. Ouais. Merci infiniment. Alors, à présent, je vais inviter professeur Ismaël Soukaina Diop de l'UCAD de prendre la parole. Présentez-vous aussi et puis, en une minute et puis après, vous nous dites comment vous aborderez cette question. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Ismahane Soukaina Diop, je suis enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop au département de psychologie. Je suis docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. Donc, je m'occupe de la formation des étudiants dans ma discipline, c'est-à-dire la psychologie qui consiste à proposer du soin, de la psychothérapie. Alors, merci de m'avoir invitée. À mon tour, je présente toutes mes condoléances à Madame Traoré qui n'est pas parmi nous. Et je trouve que c'est une initiative très importante, ce à quoi vous nous invitez, de repenser les nouvelles initiatives par rapport à la réalité que nous représentons ici en tant qu'Africains, mais surtout à ce que nous avons eu comme vision de l'Afrique dans notre apprentissage. Et je pense que ce qui a été dit par mes deux présentateurs, les deux personnes qui ont parlé avant moi, fait beaucoup écho à cette question-là.
la question de qu'est-ce que représente l'idée d'être africain et comment est-ce que cette idée-là, elle a été influencée par justement cette colonialité, pas nécessairement la colonisation, parce qu'on a beau penser que la colonisation est terminée, il reste quelque chose qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire le sentiment de rapport de force au niveau de votre identité même, c'est-à-dire l'idée que c'est mieux d'aller en Occident, c'est mieux d'être occidental, c'est mieux d'être occidentalisé. Toutes ces questions-là, en fait, ce sont des ramifications de la colonisation qui sont restées après le travail de la colonisation. Donc, de mon point de vue, étant psychologue, moi, cette question, je l'observe du point de vue de la question du soin, du point de vue de la question de l'identité, au niveau du bien-être, par exemple, de l'estime de soi. Alors, la psychologie en Afrique, c'est une science qui, telle qu'elle est véhiculée, est une science venue d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore complètement appropriée au Sénégal. Je vais dire au Sénégal parce que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus avancés, ont eu des universités qui faisaient de la psychologie bien avant le Sénégal. On va parler de la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, qui, depuis plus longtemps que nous, ont des facultés et des départements de psychologie qui forment des psychologues et qui donc forment des personnes à dispenser, diffuser des soins et donc sont plus avancés dans la recherche auprès de la population sur ce que la population vit en termes de représentation du soin, du bien-être, du normal, de la maladie, de ce que ça veut dire être bien dans sa peau, ce que ça veut dire se sentir bien ou mal. Et donc, il y a eu plus de temps pour faire des recherches et je pense que nous apprenons beaucoup et avons encore beaucoup à apprendre de ce sentiment de l'identité. Comment est-ce qu'on construit son identité et comment est-ce que les processus qui sont mis en place depuis l'enfance, la petite enfance, l'éducation, en contact entre les enfants, les adultes, entre les différentes générations dans une même famille, renforcent ce sentiment d'identité. Euh, et donc, étant donné qu'il y a encore, par contre, ce travail à faire sur qu'est-ce que c'est que se sentir bien ou être bien dans sa vie ou être bien dans sa peau ou être en bonne santé, qui sont encore influencés par la colonialité. On va parler de plusieurs éléments, comme par exemple l'estime de soi, qui est liée à la question du colorisme, par exemple. On a plusieurs questions de santé publique qui sont liées au blanchiment de la peau, par exemple, qui sont un héritage direct de la colonialité et de la colonisation, c'est-à-dire la représentation du modèle positif d'identité comme étant un modèle occidentalisé, a comme conséquence le colorisme avec une hiérarchie directe qui est venue d'un travail. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que on a l'impression que plus on est clair de peau, plus on va atteindre des niveaux sociaux plus importants ou favorisant l'accès à certains niveaux de développement. C'est une réalité, c'est quelque chose qui existe dans le classement des individus au niveau de la colonisation, dans la représentation des personnes, dans la hiérarchie sociale. Et donc, il existe un véritable travail à faire pour casser ces idées-là, pour reconstruire une forme d'identité et d'estime de soi qui est proche de l'individu tel qu'il est dans sa réalité, pas un travail qu'il a besoin de faire sur lui-même pour devenir autre chose, pour devenir quelqu'un d'autre. Et aussi, notre travail à ce niveau-là peut permettre de de se centrer sur nos éléments endogènes, sur les éléments de notre culture qui sont délétères, qui nous font du mal, comme par exemple les pratiques délétères contre le bien-être, qui sont entre guillemets, représentées comme étant des pratiques culturelles qui, en vérité, en fait, finalement, qui aussi sont faites comme des mécanismes de revendication identitaire. Donc, certains groupes vont souvent renforcer certaines pratiques qui peuvent aller à l'encontre du bien-être des personnes en se disant que c'est notre manière de ne pas se retrouver dans cette forme de confrontation avec cette occidentalisation et de revendiquer notre identité. Or, on peut revendiquer notre identité sans aller à l'encontre de soi-même, sans aller à l'encontre du bien-être, de la santé de quelqu'un. Et il y a également des mécanismes endogènes qui sont protecteurs et qu'on peut encourager, dont on peut se servir pour renforcer les points que mes prédécesseurs ont abordés tout de suite, la question de l'éducation. On peut utiliser des éléments de tradition orale pour renforcer l'éducation. Pour renforcer l'économie, on peut utiliser des mécanismes de communautaires d'économie solidaire qui marchent, qui ont apporté leurs fruits. Donc, il existe des facteurs protecteurs dont on peut se servir pour renforcer la société, qui viennent de notre histoire. Tout comme il existe des facteurs délétères, mais qu'on peut finalement dépasser, dont on peut se débarrasser pour avoir une nation plus forte et pour favoriser tout le monde dans un meilleur développement. Voilà, c'est
C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Ismaël. Merci. C'est intéressant et c'est important. Vous avez abordé aussi beaucoup de questions. La colonialité, évidemment, on porte ça sans s'en rendre compte et ça impacte de tellement de manières. Et évidemment, la question de l'estime de soi est déterminante. On est fasciné par tout ce qui vient d'ailleurs, par ce qui se passe ailleurs. Et non, non, je crois que vous avez vraiment tellement de questions qui sont au centre justement de cette problématique. C'est le point de départ, quoi. En fait, le socle identitaire et le socle interne, le fondement interne qu'on devrait bâtir là, et sur lequel on devrait partir pour justement pouvoir faire face au reste du monde avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de confiance en soi. Merci. Evrima, Oui, apparemment, il y a des participants qui ne semblent pas entendre, alors donc j'espère s'approcher du que, micro. d'accord, j'espère que les techniciens vont nous aider à augmenter le volume. Mais en tout cas, merci encore à Madame Diop. Merci. Je vais à présent inviter Aziz Salmon Fall à prendre la parole. Aziz, 1 minute to introduce yourself also. Et puis, It's okay. I will be brief. Merci beaucoup, Ibrahima, et effectivement, condoléances à Aminata. Merci, André-Marie, de nous donner cette opportunité. Je serai très bref. Écoutez, j'arrive comme ça, au pied levé, de débarquer à Dakar. Et donc, et justement, j'ai évoqué cette question de la colonialité en Argentine, puis c'est un concept latino-américain que Quijano essaie de décrire pour montrer la persistance de d'autres formes que la seule expression du colonialisme. Et j'ai bien l'impression que souvent on sous-estime aussi que ce problème existe ailleurs. Et par exemple, en Argentine, ils en sont très affectés avec un eurocentrisme très prégnant. Et l'eurocentrisme, en fait, c'est un culturalisme, c'est-à-dire il imagine qu'il y a des invariants culturels qui va façonner les parcours historiques des différents peuples. Et c'est une position qui est assez anti-universaliste. Euh, et je crois que le grand drame de nos sociétés, en tout cas africaines, c'est une forme d'amnésie. Et même lorsque j'entends ce discours sur l'existence ou non des dimensions psychoculturelles qui nous affectent, à l'époque, nous avions eu la chance d'avoir les cérémonies de Ndeup à l'hôpital Fann. On a peut-être besoin d'un Ndeup collectif pour pouvoir exorciser et avoir ces effets de catharsis, tellement l'amnésie collective sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes devenus, mais aussi reconnaître que nous avons des vitalités que l'Afrique nous offre, que les autres n'ont pas et qui nous envient. D'abord, qu'est-ce qui fait que nous soyons africains et qu'est-ce qui nous distingue des Orientaux ou des Occidentaux? Or, c'est des choses que la plupart des Africains vivent parce qu'ils ne le conceptualisent pas, mais lorsque nous, on prend la peine de le conceptualiser, ne serait-ce que sur l'optimisme, voilà, il n'y a pas l'angoisse du lendemain, d'autres conceptions ontologiques que nous avons et que les autres nous envient en réalité, de ces forces vitales. Mais c'est pas tant l'objet, mais en regardant ces deux images qu'on nous propose de commenter, la première, ce qu'on appelle une prédiction, je ne pense pas que les États-Unis ont attendu l'actuel occupant de la Maison-Blanche. Je pense qu'il y a eu Ronald Reagan, qui était une autre sorte de bouffon, acteur de série secondaire, qui a eu à arriver dans une période qui a été celle de l'ère de l'ajustement et du néolibéralisme et du désengagement sélectif des États. Il y a eu Bush fils, qui était une autre caricature. Celui-ci est tout simplement d'une forme d'arrogance décomplexée, mais ce qu'ils disent, au fond, c'est la vanité et l'arrogance d'un système qui continue de penser le monde dans la doctrine Monroe, dans l'unipolarité, et de vouloir tout simplement l'accès des ressources de la planète à leur seule fin, mais à la grande différence de l'ère précédente, il s'agit de régimes illibéraux, donc qui se rendent compte que la mondialisation, lorsqu'elle a été jouée par certains pays périphériques, leur ont porté préjudice et ils sont très effrayés par la dédollarisation. La seconde image aussi est un peu une œuvre d'eurocentrisme, puisqu'en fait, elle méconnaît l'existence d'une Afrique qui a été beaucoup plus puissante que toutes les autres
formation sociale, mais c'est une question de cycle. C'est pour ça qu'il faut étudier le système monde dans la durée. C'est sûr que sur ce cliché particulier, on a une sorte d'ère qui est celle de l'éveil de peuples qui ont été opprimés. Donc, nous avons en commun avec les Chinois et les Indiens d'avoir été assaillis par les puissances conjuguées des formations européennes. Et ce qu'on appelle l'éveil est en fait principalement la lutte contre l'oppression et la tentative d'arracher leur développement. Et donc la Chine particulièrement a réussi, depuis qu'elle a battu les Japonais, à réussir ce que la Russie et l'Union soviétique n'ont pas pu faire, c'est-à-dire une forme de socialisme de marché et une capacité de compter sur leur propre force et de redessiner les cartes. Mais ça aussi, une fois de plus, c'est une méconnaissance de la Chine, puisque au XIIIe siècle, la Chine était tout aussi puissante que toutes les puissances européennes réunies. Donc, pour nous qui sommes africains et qui avons une vision du temps long, ce qu'il faut tout simplement espérer, c'est qu'on prenne la conscience de nos capacités et qu'on puisse comprendre d'abord la réalité de notre insertion dans le système monde. Et si on comprend comment on est inséré, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, si on sort du culturalisme, donc des croyances souvent même obscurantistes qui nous empêchent de voir la réalité, que nous sommes les agents de l'histoire, que c'est à nous de nous emparer de cette histoire. Mais si on attend un déterminisme ou à des croyances qui, jusqu'à présent, nous engluent, y compris la croyance à l'aliénation occidentale, eh bien, à ce moment-là, malheureusement, l'Afrique reste enfermée dans une division internationale du travail qui, voilà, l'empêche de sortir de sa condition. L'Afrique du Sud dont vous parlez elle-même reste empêtrée. Nous qui avons eu la chance de lutter dans le mouvement contre l'apartheid, nous avons vu avec désarroi comment euh, nos propres camarades ont préféré s'infliger un plan d'ajustement structurel. Ibrahim le connaît mieux que moi, le DAR instead of the RDP. Et puis, ça a été vraiment une catastrophe puisque c'était l'idée d'un Black Empowerment et ce pays qui était censé être la locomotive hein, de notre processus de sortie de crise s'est retrouvé très rapidement avec une victoire politique et non pas une victoire économique. L'autre pays qui a été complètement démantelé, c'est la Libye. Et en démantelant la Libye, qui au passant était le seul pays qui était capable de gratifier le projet panafricain de non seulement d'émolument, mais de volonté politique, on a réussi à se faire éparpiller donc des armements et des forces djihadistes qui elles-mêmes ont été instrumentalisées, comme j'ai eu à le montrer dans le film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, euh, par ce djihadisme qui est sur le terreau fertile de nos croyances et des plans de l'OTAN de continuer géopolitiquement à dominer le continent. Donc si le continent ne se réveille pas, si les luttes qui ont été menées par des gens qui aujourd'hui auraient eu 100 ans, comme Lumumba, Frantz Fanon ou Malcolm X, si ces gens-là qui ont fait tout ce travail n'est pas compris par des générations euh, de saisir la poursuite de la lutte, malheureusement, nous allons rester dans la gestion de l'enlisement ou alors d'usurpateurs qui utilisent nos emblèmes et nos luttes pour prétendre les faire, alors qu'en réalité, ils ne mènent pas la lutte pour la libération du continent. La lutte pour la libération du continent suppose vraiment un sursaut collectif, un changement des mentalités masculines, un basculement sur les conditions féminines. Ce sont les femmes qui principalement seraient à la tête d'un véritable changement dans ce continent. Tant que ça n'aura pas lieu, tout ce que je viens de vous expliquer n'aura pas lieu. Donc bon, je ne veux pas être trop long, mais on nous dit que c'est une causerie, voilà, on est un peu sous l'arbre à palabre. Je vous lance comme ça quelques délires verbaux. Comme je vous dis, je suis encore sous mon décalage horaire et je ne suis pas sûr que je serai capable de continuer la séance tellement j'ai sommeil. Mais comme des maris a le don de pouvoir m'obliger de faire tout, je vais juste accepter une fois de plus la grande gentillesse qu'elle a eue à me convier à cela. Mais je crois que Ibrahima et moi avons une grande séance à laquelle nous convions tous ce 25 mai, à la Journée de l'Afrique, et on va essayer de développer tous ces enjeux-là. Mais franchement, pour clore, la pensée pour les diasporas africaines des Amériques, la résilience, la continuité de ces peuples-là dans des sociétés qui les aliènent, qui les indisposent. Je viens de sillonner le Brésil et l'Argentine. Je vous dis, l'Afrique a une grande résilience et on doit avoir une grande pensée pour nos frères et sœurs qui, dans des conditions extrêmement difficiles,
continue de faire subsister leur africanité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aziz. Totalement cohérent, et toujours aussi pertinent que jamais. Le décalage horaire, on l'a vraiment senti. Merci beaucoup pour tout ce que tu as soulevé comme point important. On a des choses à régler à notre niveau, mais on a également une vitalité et des ressources et beaucoup d'avantages. Des questions problématiques de l'amnésie, l'aliénation, et aussi nous rappeler que, en fait, on a connu d'autres euh, occupants de l'autre maison qui n'étaient pas les plus brillants non plus, quoi, dans le temps. Mais en fait, je pense qu'on est quand même dans un contexte assez particulier aujourd'hui, mais avec tout ça là, tout ce qu'on a pu voir là, il semble que on a franchi d'autres degrés dans cette dynamique. Et, et c'est intéressant aussi ce que tu as dit de l'Afrique du Sud, de la Libye et des femmes là. On était à la célébration de Fatou Sow la semaine dernière et j'étais tenté de dire que dans le temps, les gens parlaient du prolétariat qui va se libérer et libérer le monde par la même occasion. Je pense que c'est tout à fait juste de dire que finalement, la libération véritable se fera quand les femmes se libéreront et libéreront le monde avec elles, sur le fond. Voilà, merci encore. Ali, euh, tu as aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Parle-nous un petit peu de toi, et surtout pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, 2 minutes, et puis après, je dirai comment tu as abordé cette question. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis Ali Boussaïe, je suis le président d'un think tank qu'on a créé il y a 3 ans qui s'appelle Afrospective pour une initiative de l'Afrique globale. Mais avant ça, j'étais à l'UNESCO où j'ai dirigé le programme L'Histoire générale de l'Afrique et la route de l'esclave. Voilà, et par ailleurs, ben, je travaille un peu à côté sur le système de gouvernance endogène en Afrique et comment on pourrait le revisiter pour pouvoir créer des institutions endogènes en Afrique pour sortir de la crise démographique. Alors, je remercie Marine Derifal de m'avoir invité aussi à cette causerie sur donc un peu l'avenir de l'Afrique. Mais l'Afrique a fait l'objet de toutes sortes d'analyses prospectives et de projections qui nous apprennent plus sur les biais, les préjugés et les limites de ceux qui se livrent à cet exercice que sur les réalités africaines elles-mêmes. Il y a quelques décennies, la mode était à l'afro-pessimisme. Tous les Cassandres du monde et même du continent nous prédisaient une Afrique laissée sur le bord de la route du développement, la route du progrès. Et puis soudain, depuis quelque temps, les médias internationaux et les instituts d'observation ont commencé à parler d'afro-optimisme, d'émergence de l'Afrique, etc. Et comme toujours, donc, beaucoup de nos dirigeants ont suivi le mouvement et ont commandité des espèces de plans émergence 2030, émergence 2040, émergence 2000. Une série de pays se sont lancés dans ce genre de trucs. Même l'Union africaine s'est prêtée à ces jeux en lançant son agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Bref, on a connu une prolifération des études sur le futur africain. Mais pour moi, le passage de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme, il découle du même paternalisme des uns qui veulent parler sur nous et à notre place, et du même mimétisme des autres qui se définissent toujours par rapport à ce que disent les autres sur eux. Mais aujourd'hui, dans un contexte de basculement géopolitique, l'Afrique est redevenue un terrain de confrontation, on le sait, encore l'objet de nouvelles convoitises, mais les peuples africains continuent toujours d'être considérés comme des figurants et non pas comme des acteurs de leur destin. Donc, pour parler du réveil de l'Afrique,
encore faut-il que nous comprenions les déstructurations qui ont survenu dans notre passé et les mécanismes de domination et d'exploitation de notre présent que nous vivons, que nous subissons. Et pour moi, tout le problème peut se résumer à une question essentielle, je pense, celle de la souveraineté. L'Afrique n'a jamais recouvert son autonomie de pensée et d'action et d'innovation qu'elle a perdue depuis que les vautours de l'esclavage et de la colonisation se sont abattus sur elle. Les indépendances ont été un grand leurre, en fait, un mirage dans lequel nous avons perdu beaucoup de nos illusions. Donc, pour répondre à la question qui nous est posée de savoir quelles sont les conditions pour un réveil de l'Afrique, je pense qu'il faudrait que nous sortions de certains paradigmes. Et moi, là, je voudrais juste citer rapidement 3 paradigmes. Le paradigme de notre infériorité civilisationnelle, qui a été méthodiquement construit depuis l'esclavage. L'Afrique, donc, n'aurait fait aucune contribution significative au progrès de l'humanité et elle a toujours été un espèce de réceptacle des apports des autres civilisations, arabes, asiatiques, et perses, européennes. Je crois que ça a été construit et c'est un paradigme que nous avons beaucoup intériorisé. Le deuxième paradigme, c'est celui du sous-développement. Donc, l'Afrique serait sous-développée et qu'elle devrait rattraper les pays avancés en suivant le modèle de développement occidental. C'est un paradigme très fort qui est dans la tête de tous les dirigeants africains. Et le troisième paradigme, pour moi, c'est le paradigme des traditions anti-progrès que les peuples africains ont et qu'il faudrait changer pour mettre l'Afrique au diapason du développement. Et dans beaucoup de pays africains, on essaie de lutter contre ces mauvaises traditions qui nous empêchent de progresser et de nous développer. Donc, tous ces paradigmes ont vraiment tellement été intériorisés par les élites africaines. Pourquoi? Parce qu'elles continuent d'être enseignées dans les écoles et dans nos universités. Il faut voir les curricula qui sont enseignés dans nos universités. Ils continuent à perpétuer ces paradigmes que je viens de citer. Alors, pour sortir de ce paradigme, pour moi, il faut que nous réalisions 4 types de ruptures, ou plutôt que nous recouvrions 4 types de souveraineté. Alors, la première souveraineté, c'est la souveraineté épistémologique, pour nous libérer des ontologies, des visions du monde et des récits que les Européens ont construits depuis les conquêtes du monde, c'est-à-dire depuis 1492. Il faut que nous apprenions, que nous renouions avec nos cosmogonies, nos cosmovisions, qui doivent aussi nous servir comme des fondements des systèmes politiques que nous voulons mettre en place. Et la deuxième souveraineté, c'est la souveraineté sociopolitique, pour se libérer des modèles de gouvernement, d'État qui nous sont imposés comme des modèles universels. Il faut que nous renouions avec nos systèmes de gouvernance qui ont développé tout un processus de dialogue, de prise de décision collégiale, consensuelle. L'Afrique, en fait, a été le continent qui a abrité toutes les formes de gouvernance et de justice. Les grands empires décentralisés, des royaumes centralisés, des petites formations sociopolitiques. On a vraiment abrité tous différents, donc on peut en choisir et prendre le modèle qui peut nous correspondre. Et enfin, la souveraineté économique, bien sûr, pour se libérer de la prédation de nos ressources naturelles, que nous devons apprendre à contrôler, à gérer, à transformer, et pour cela, à créer des alliances pour justement ne pas pour échapper aux intimidations des groupes multinationaux et des pays qui les supportent. Et enfin, il faudrait, et pour qu'on puisse recouvrir cette souveraineté économique, il faut qu'on puisse explorer et exploiter nos ressources culturelles et intellectuelles qu'on oublie souvent. L'Afrique n'a pas que des ressources naturelles, elle a aussi des ressources culturelles que je pense sur lesquelles qu'il faudrait exploiter. Et enfin, la dernière souveraineté que nous devons recouvrir, c'est la souveraineté de penser notre futur. Nous ne pouvons plus laisser les autres nous prédire des futurs et des trajectoires. Nous devons penser notre futur
débattre des scénarios possibles et définir des stratégies de long terme correspondantes. Mais ce que je viens de dire, ce n'est pas nouveau, c'est ce que les activistes et les intellectuels professionnels africains n'ont cessé de répéter euh, pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Mais bon, on sait comment la chape de la colonialité dont on venait de parler, comment elle pèse encore sur nos mentalités, comment elle façonne encore nos comportements et nos imaginaires. Mais moi, je crois que le moment est plus que propice aujourd'hui pour réaliser ces ruptures, car nous assistons à trois, moi je vais résumer, à trois nouveaux développements ou phénomènes dans le monde. D'abord, c'est la faillite totale du système dominant, dont les présupposés philosophiques, politiques, socio-économiques, etc., sur lesquels il était basé, sont tous en crise et soulèvent de sérieux doutes sur leur pertinence, leur universalité, leur durabilité et leurs bénéfices pour tout le peuple. Et puis, il y a aussi le déclin des ex-puissances coloniales qui subissent les effets pervers de leur propre système et dont la guerre en Ukraine et le génocide à Gaza a révélé toute la faillite éthique et morale. Et enfin, un troisième développement que je trouve qui est intéressant, c'est la montée d'une opinion publique africaine qui s'exprime haut et fort pour soutenir les expériences de souveraineté en Afrique aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous assistons vraiment à l'émergence de nouvelles générations d'intellectuels, d'activistes et même de dirigeants qui aspirent sérieusement à rompre avec les relations de dépendance et les modèles de gouvernance et de développement qui soutiennent donc cette domination néocoloniale. Et tous ces éléments sont en même donc de nous donner un peu d'espoir et de donner à ces jeunes générations de l'espoir de voir l'Afrique émerger. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que nous tombions dans la même naïveté que celle qui a prévalu durant les indépendances. Car euh, et nous devons relever les défis les plus importants. Enfin, donc, alors, il y a le défi de l'unité politique et de l'intégration économique qu'on doit relever si on veut vraiment émerger. On doit relever le défi de fonder un modèle endogène de développement qui est basé sur nos propres cosmovisions, nos valeurs culturelles, nos expériences historiques et aussi l'expérience historique des diasporas. Bon, on sait tous que le concept de développement que nous utilisons est une invention culturelle d'origine occidentale qui a imposé une certaine conception de l'humanité, de la nature, des relations sociales, des interactions avec les êtres non humains. Il faut que nous pensions notre propre modèle de post-développement qui soit différent de celui qui est basé sur ces valeurs de compétition, de darwinisme social. Et c'est en cela que je crois que l'Afrique, ce que tu disais, Ibrahima, l'Afrique peut non seulement éclairer et sortir et émerger, mais aussi éclairer les autres peuples du monde pour leur montrer qu'un autre monde est possible, un autre horizon est possible pour le monde là. Donc là, je pense que vraiment, on est à un moment critique et très important où nous pourrions peut-être aujourd'hui non seulement trouver les moyens de nous sortir de cette colonialité, mais aussi de montrer le chemin à d'autres peuples en nous unissant aussi, parce qu'il y a plein des débats aussi en Amérique latine. Je pense que les peuples autochtones sont en train aussi de travailler dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais un peu partager, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans les discussions. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment, Ali. Aussi, beaucoup de questions, évidemment, beaucoup de questions. Les ruptures, les souverainetés, et termine sur cette note d'espoir, mais également un défi qu'il faut relever pour pouvoir justement éviter de verser dans une certaine naïveté, comme tu le dis fort justement. Mais énormément de choses, beaucoup de points sur lesquels on pourrait revenir, bien sûr. Et
comment retrouver surtout, je pense que ça, c'est vraiment l'un des éléments clés, quoi. Souveraineté au niveau de la pensée, au niveau de la manière du sense-making, la manière justement déchiffrer les choses, comprendre les choses et partir de là pour justement réfléchir nous-mêmes par nos propres têtes, quoi, en quelque sorte, par rapport à nos réalités. C'est peut-être l'occasion aussi de se rappeler et de saluer la mémoire de Mudimbe, Valentin Mudimbe, qui est décédé à moins de mois, mais qui a écrit Les monstres de l'Afrique, parler de la bibliothèque coloniale et de la manière dont elle a influencé la pensée euh, de l'Afrique là. Mais tu as aussi abordé la question de l'éducation et surtout au niveau universitaire là où le curricula qui justement perpétue un certain nombre de choses quoi, qui sont pas les meilleures. Je voudrais saluer la présence de Penda Mo parmi les personnes qui suivent ce débat-là. Penda nous a envoyé une vidéo. Est-ce qu'on peut visionner la vidéo maintenant justement pendant que Penda est là avec nous? Voilà. Continent puisse prendre en charge le mouvement intellectuel puissant qui traverse le continent, puisse prendre en charge toute la réflexion, l'histoire des idées que nous avons connues au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais relier aussi le continent à la diaspora africaine-américaine, les diasporas africaines à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que cette diaspora africaine-américaine, et créer autour d'événements, autour d'identités, comme le Festival mondial des arts nègres l'a été, mais aussi revisiter toute la pensée depuis les Padmore, les Garvey, Marcus Garvey, etc. Essayer véritablement de créer des liens de solidarité avec les diasporas. Et c'est ainsi que nous pourrons conquérir notre place dans le monde avec une autonomie et ne pas faire de la souveraineté un simple slogan, faire de telle sorte que cette souveraineté aussi soit l'objet et l'origine de respect du continent africain. Je crois que la réflexion n'est que lancée. Il y a plusieurs idées qui partent d'ici et là, de la diaspora, du continent, et c'est ça que nous devons rassembler. Les plateformes existent. Nous pouvons utiliser Internet, organiser de grandes réunions. Ce que vous faites, Ndeye Fall, avec cette prédiction qui est en train de se confirmer, nous devons continuer à travailler chacun là où il est et aller vers une sorte de convergence à partir justement de tous ces événements. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On va arrêter le partage maintenant d'écran. Merci beaucoup, Penda. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour ajouter un mot. Tu as suivi le débat, tu as suivi certaines des interventions avant qu'on revienne aux autres. OK. Penda? Bon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Penda Mbow est professeur d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a été ministre de la Culture, elle a été fondateur du mouvement citoyen, elle a été très active comme personnalité politique ambassadrice au niveau de la francophonie et une des figures, les plus en vue, les plus respectées au niveau de la société civile et au niveau de notre continent aujourd'hui. Alors, Merci. Ibrahima, vous m'entendez maintenant? Voilà, maintenant on t'entend, oui, vas-y. Voilà, merci. Il est vrai que vous n'avez eu que la troisième partie de ma vidéo. Parce que dans la première partie, j'ai essayé de dire, à partir de la vision de Wolff, qui parle justement d'une crise que va connaître l'Occident, et celle d'Emmanuel Todd, qui déjà prédit la défaite de l'Occident. Je crois que j'ai essayé d'expliquer à travers les deux premières vidéos que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'Occident, je crois, l'hégémonie de l'Occident est en train de s'affaisser et d'autres forces émergent. Et parmi les forces émergentes, il est vrai, il y a la Chine, il y a l'Inde,
d'aucuns diront, y ajouteront l'Iran, mais moi je dis que le continent africain, qui a toujours été convoité, fera partie justement des forces émergentes, comme l'a prédit cette vision sur la caricature. Et qu'est-ce qu'il nous faudra faire? C'est ça la grande question. Comment saisir les opportunités? J'en ai parlé, mais on ne peut pas saisir les opportunités sans une organisation de notre jeunesse, la jeunesse aujourd'hui qui est la force centrale de l'Afrique, sans une éducation. Mais une éducation qui sera fondée et basée sur notre histoire, sur notre identité africaine. Et je sais que quelqu'un comme Aziz, il travaille depuis très longtemps, mais cette identité africaine, nous devons la maîtriser autour de valeurs importantes. Et ces valeurs peuvent être des valeurs sur la dignité retrouvée, parce qu'on nous a enlevé cette dignité au cours de l'histoire à travers la traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme, et nous devons reconquérir, comme les gens comme Fanon et autres l'ont dit, reconquérir notre personnalité, notre africaine personnalité. Et nous ne pouvons pas compter sur les autres, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Mais pour y arriver, on ne peut pas aussi nier la démocratie, on ne peut pas aller vers une inversion aujourd'hui de la démocratie, une infirmation de la démocratie qu'on voit un peu partout à travers le continent. Nous devons nous battre pour imposer et implanter cette démocratie, c'est une réalité. Nous devons nous battre aussi pour imposer, de mon point de vue, une lutte acharnée contre la corruption. Comment voulez-vous que l'Afrique s'en sorte si elle ne compte pas sur les ressources déjà disponibles et les ressources qui sont là et que nous pouvons utiliser si ces ressources sont dilapidées d'une part, d'autre part, si ces ressources par des élites, je n'entends plus le mot des élites comme Prador qui sont là et qui sont au service des autres. C'est-à-dire, moi, je pense aujourd'hui, il faut retrouver l'âme de ce continent. Et l'âme de ce continent, ce sont des valeurs positives. On ne peut pas, il faut combattre la corruption. Il faut nous battre pour nous dire que nous n'avons pas besoin de ce matérialisme effréné qui bloque le continent. Nous avons besoin d'organiser nos ressources, de les rationaliser, de les partager et surtout de construire notre continent et notre devenir à partir d'une utilisation raisonnée de ces ressources. Moi, je pense que vraiment, s'il faut une autarcie, s'il y a un endroit où il peut y avoir une autarcie, où nous pouvons produire tout, mais vous voyez, nos terres sont dilapidées, achetées par des pays, y compris la Chine, la Russie. On nous prend nos réserves d'eau, on va nous prendre... Et tout dépend, notre survie, il dépendra. Donc, moi, je pense que nous devons être sévères avec nous-mêmes, nous remettre en cause, faire notre autocritique. Sans cette autocritique aussi, on ne pourra pas aller de loin. Moi, la question que je me pose toujours et que je n'ai cessé de me poser, qu'est-ce qui a expliqué la vulnérabilité de notre continent pour avoir permis et la colonisation, et l'esclavage et la colonisation? Si nous répondons à cette question sur la vulnérabilité, c'est sûr que nous trouverons la solution à tous nos problèmes. Donc, Ibrahima, le moment est venu. Cette convergence, nous devons aller vers cette convergence, mais avec le puissant mouvement intellectuel que les Aline Diop ont commencé, que les Senghor ont commencé, que les Cheikh Anta ont commencé. Nous avons tout ce qu'il nous faut en termes de réflexion, mais la jeunesse ne s'est pas du tout approprié toute cette réflexion sur le long terme, et ça aussi c'est un travail important que nous devons mener. Donc le travail qui nous attend a l'air d'être immense, mais c'est passionnant parce qu'il s'agit de libérer notre continent. Merci. Merci beaucoup, Penda, pour ces mots, ces propos. Il faut juste plein de choses, la jeunesse, l'éducation, la démocratie, la corruption, retrouver l'âme du continent et effectivement s'organiser pour faire tout ce qui est nécessaire là, pour y arriver. S'il faut l'autarcie, on ferait le nécessaire, quoi, faire notre autocritique également. Voilà, je voudrais à présent, il reste combien, peut-être une vingtaine de minutes sur le temps qu'on avait alloué à ces panels. Ouvrir le débat et d'abord permettre aux panélistes d'abord s'il y a une réaction rapide de l'un des panélistes à ce que d'autres panélistes ont dit. On va commencer par là et puis après on donne la parole à tous ceux qui souhaiteraient le prendre parmi les autres participants. Vous savez comment lever la main. Il faut cliquer sur participant et je pense que vous allez me réagir plutôt.
Et puis, il y a une main, là, vous levez la main, vous levez la main, et puis après, on verra où ça va. Merci encore, Penda. Et merci à tous les panélistes pour les interventions euh, qui se recoupent, hein. On a vu que les gens ont abordé des questions qui se recoupent. Souvent, la question de la colonialité est revenue plusieurs fois, y compris dans l'intervention des Aziz et celle d'Ali. Et c'est Mme Diop qui a commencé. Monsieur Ibrahim, il y a deux mains levées, Madame Soukaina et Monsieur Atta. Allez-y, alors, dans quel. Soukaina et puis. Madame Ouais, Soukaina et puis ensuite Monsieur Atta. allez-y, Soukaina et puis Atta. D'accord, merci, merci beaucoup. Euh, j'ai été très contente d'entendre toutes les présentations de mes copanélistes, toutes sur des thèmes différents, toutes mettant en évidence des aspects différents, et je trouve très enrichissant l'interdisciplinarité de tout ça. Je reviens sur un point qu'a abordé professeur Fall sur la question du genre, qui est essentielle et qui en fait est très intéressante parce que toutes ces personnes dont on a parlé comme des icônes soit du panafricanisme, soit de la révolte, soit du sursaut d'éveil de l'Afrique ou des mouvements diasporiques contre le colonialisme, contre la colonialité, ont tous pointé du doigt les problématiques de genre et ont tous pointé du doigt la question de l'égalité, de l'équité et de l'avancement des pays dans une démarche globale de développement humain, c'est-à-dire que l'éviction de comportements délétères au niveau du genre, comme la violence basée sur le genre, comme la discrimination contre le développement des femmes qui constituent 51% de la population d'à peu près tous les pays, sont les premières choses dont il faut se débarrasser pour évoluer, pour que l'Afrique évolue. Et ça, je pense que ça s'est retrouvé dans énormément de travaux écrits et de publications recensées de ces personnes-là. Pourtant, les questions de genre restent portées dans la majorité de nos États en Afrique je vais parler uniquement de l'Afrique. C'est vrai que l'Amérique du Sud constitue un autre espace très important dans le contexte afro-diasporique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, et qu'il est très important de tenir compte du développement de toute cette pensée-là et qu'elle est essentielle aussi pour comprendre la nôtre. Mais au niveau de nos mouvements citoyens, il y a peu de prise en compte de toutes les questions qui sont liées au genre. C'est-à-dire que les mouvements citoyens qui sont panafricanistes, ils se concentrent sur les questions sociales globales, mais presque, ce sont les mouvements féministes qui s'intéressent aux violences basées sur le genre. Pourtant, il faut quand même noter que ces personnes qui subissent la violence basée sur le genre sont des citoyennes aussi, qui n'ont pas accès à l'école, qui sont victimes de violences, qui sont aussi citoyennes que les autres citoyens, mais les mouvements panafricanistes qui soutiennent le développement de l'Afrique écartent plus ou moins ces questions et les laissent aux féministes, comme si les féministes étaient supposées gérer les femmes, alors que quelque part, elles sont membres actifs de la société comme toutes les personnes et en fait, elles constituent même la majorité en fait de la société. Donc, moi, je pense que ce point-là, il est important qu'on l'aborde d'un point de vue assez historique, humain, psychologique, social, de toutes les possibilités, parce que, comme on l'a dit, et je pense que le professeur Fall l'a bien souligné dans son intervention, il y a des constructions, des représentations sociales délétères importantes dans nos sociétés qui sont contre notre développement, mais qui visent à préserver les intérêts des groupes dominants. Et dans nos sociétés, on a intégré la colonialité sur le plan du genre. Et le groupe dominant, c'est devenu le groupe masculin, qui inflige au reste de la société des traitements négatifs ou une forme de manque d'accès à des ressources, et les ressources ne sont pas équitablement partagées. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, très important comme point. La question du genre est évidemment centrale. Comme je disais aussi tout à l'heure, là, je pense que c'est effectivement l'une des lignes d'attaque les plus importantes. C'est par là, je pense que le plus grand bouleversement va avoir lieu, en fait. Et c'est en redressant un petit peu ces déséquilibres-là qu'on pourra vraiment s'atteler parce que ça libère aussi des énergies, ça libère des forces, ça libère une créativité extraordinaire. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer, quoi. Donc, merci encore.
Alors, monsieur Atta, votre micro est Oui, fermé. Ouais, allez-y, allez-y. oui, la parole. oui. Alors, je vous remercie de me donner encore la parole. Et comme je le disais tantôt dans ma première intervention, c'est que pour répondre à la question de savoir ce que fait l'Afrique, hein, pour faire de ses prédictions une réalité, j'entendais mettre en avant trois axes, à savoir l'éducation, la paix, l'entente, la cohésion et la solidarité entre les Africains. Et puis un troisième axe, à savoir l'investissement, hein, de la société civile africaine dans les instances internationales. Mais les brillantes interventions, hein, de chacun des panélistes a quasiment épuisé le sujet, donc il est inutile d'y revenir. Alors donc, je vais simplement me contenter de partager avec vous une pensée d'un grand homme, sur notamment la question de l'éducation. Alors, puisque nous sommes dans les prédictions et que notre aîné Marifal a fondé cette causerie sur une prédiction, j'aimerais apporter une réponse par une prédiction également. Une prédiction faite par un grand homme de mon pays. C'est un homme controversé parce qu'une partie de l'histoire le dépeint comme un collabo, mais je le décrirai comme un visionnaire mal compris. Il s'agit en l'occurrence de celui que l'on appelle le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Houphouët disait à l'époque, face à Mitterrand et face à une jeunesse africaine, Houphouët disait ceci, et je cite mot pour mot. Du jour au lendemain, le prix de nos matières premières qui alimentent notre budget et sur lequel nous comptons pour améliorer notre niveau de vie et notre cadre de vie a baissé de plus de la moitié. Dans les pays développés, si vous arrivez de subir une telle diminution, est-ce que vous mesurez la tempête de protestation, voire de révolte qui menacerait vos régimes? Mais nous sommes obligés d'accepter, car nous ne pouvons rien faire. Car nous ne pouvons rien faire. Voici un thème fort. Et il continue pour dire, mais un jour viendra. On ne juge pas au départ la course, c'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, nous avons notre place dans la course. Nous devons nous armer suffisamment de patience et de foi. Il faut travailler, mes frères africains. Il faut produire davantage. Il faut amener petit à petit votre jeunesse à la science, à l'informatique. Demain, ils doivent transformer les produits. Alors, on parlera d'égal à égal. Un demain que nous souhaitons le plus proche possible. Travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes intelligents, des intelligences qui seront fécondées avec le concours des autres. Alors, vous pourriez traiter d'égal à égal dans 50 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que 20 ou 30 ans dans la vie d'un peuple? Quand le monde compte des milliards d'existences, nous avons, ou disons, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier et non pas du minerai de fer. Alors, on aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Et, chers collègues, chers panélistes, c'est ces propos du vieux, comme on l'appelait en ce temps, que j'aurais aimé partager avec vous. Parce que il en ressort que Houphouët avait compris qu'en leur temps, ils étaient faibles et impuissants. Sortant à peine naturellement de la colonisation, ils savaient que ce serait suicidaire de prétendre un quelconque bras de fer avec l'ancienne puissance coloniale. Mais bien entendu, sans entrer dans des considérations politiques ou doctrinales, nous avons tous été témoins de ce qui a été réservé à nos braves leaders historiques qui ont tenté d'arracher tout de suite l'indépendance. Alors, nous en sommes un peu tous témoins. Alors le vieux s'est dit que si je suis faible aujourd'hui, il faut que je mette les moyens en œuvre. Il faut que je mise sur l'éducation pour que mon peuple soit fort demain. Alors la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que plus de 60 ans après, on peut considérer que la jeunesse africaine est forte?
Est-ce qu'on peut considérer que les Africains sont forts pour traiter aujourd'hui d'égal à égal avec l'ancienne puissance et retrouver pleinement son identité? Je dirais oui, mais avec un peu de nuance. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes formés, beaucoup d'Africains, je dirais, éclairés. Mais malheureusement, nous avons un problème de leadership. Nous avons des leaders avec de grosses têtes, mais de petites personnes et de petites personnalités. Des gens qu'on qualifie d'érudits ou d'intellectuels, mais qui ne savent pas discuter d'égal à égal pour défendre les intérêts des Africains. Voici l'un des les gros problèmes de l'Afrique. Et ceci passe par l'éducation, avec un peuple mieux formé, avec une jeunesse mieux formée, qui ne se contente pas seulement d'avoir des diplômes ou d'avoir une grosse tête, mais qui retrouve sa personnalité et son identité, comme l'ont souligné notamment Soukaina et Aziz, hein, qui retrouvent ce qu'on appelle la souveraineté alors, pour employer les mots d'Ali, qui vont retrouver la souveraineté civilisationnelle, à ce moment-là, la véritable indépendance et le véritable développement à l'africaine de l'Afrique pourra s'amorcer. Alors, voici les quelques mots que j'aurais aimé rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci. Propos très, très fort, très citation de Houphouët-Boigny et cette insistance sur la jeunesse, l'importance de la jeunesse, mais également l'éducation et tout ce qu'on doit faire pour les renforcer. Parmi les autres panélistes ou les participants, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? The floor is open. Dienaba qui a levé la main. Dienaba, oui, je ne vois pas tout le monde. Merci de m'avoir aidé. Dienaba. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je m'excuse d'être arrivée en retard. Je suis prise avec nos journées départementales, donc ça fait 2 jours qu'on est en conclave et c'était très compliqué de me libérer. J'ai suivi une partie des discussions. Je remercie vraiment les interventions que je salue énormément, puis ça nous donne de l'espoir. Professeur Dienaba Diaye, Lucas, professeur agrégé de droit, membre du collectif aussi, coordonne. Je voulais, avant d'apporter ma petite contribution, juste prendre le temps de remercier, parce qu'on le fait peut-être pas souvent, de remercier Madame Ndeye Marifal. Je pense que ça nous renforce, nous, en tant que diaspora. On a une pluralité de diaspora, je pense que Mme Bou l'a déjà dit. Tout son investissement, c'est au niveau de la communauté ou des communautés plurielles que nous avons ici au Québec, à Québec précisément, dans le but de léguer en fait à la prochaine génération et à la génération actuelle des contenus, des outils nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons toutes et tous, c'est-à-dire d'avoir une Afrique qui va se prendre en charge par les Africains pour les Africains. Et ça, je tenais à le dire, la remercier, parce que malgré tout son âge et tout ce que ça donne comme contexte, elle nous pousse, elle nous bouscule, elle veut qu'on... Voilà, ce sont ces initiatives-là qu'il faut saluer. Puis moi, je la remercie personnellement. En dehors de ça, je la remercie au nom des membres du CF, que tout le monde ne peut pas être là aujourd'hui. Comme c'est une journée... le jeudi, généralement, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Alors, moi, la discussion, je n'ai pas de solution. Je suis plutôt là à vous écouter, apprendre de cette diversité et de perspectives d'approche. Surtout, vous dire que là, demain, je termine parce que j'organise un séminaire d'été sur les études africaines à l'UQAM qui a commencé le 5 mai. On termine le 23 avec des étudiants qui sont ici, avec une pluralité aussi d'intervenants, sociologues, anthropologues, juristes, etc. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. J'arrive à la fin de ce séminaire d'été-là, puis à travers les différentes interventions et surtout ce qui a été dit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on demande vraiment beaucoup trop à l'Afrique. Je pense qu'on c'est 60 ans, 70 ans, c'est un continent qui a subi la traite négrière, ça a été mentionné, 400 ans d'esclavage, de traite négrière, ensuite suivi d'une période de colonisation et du néocolonialisme dans son contexte complètement libéral, capitaliste, tout ce que l'on veut.
et on veut se développer. Je pense qu'on peut se donner une chance de dire, oui, si on fait une étude comparative, parce que je ne suis pas historienne, je suis plus juriste, il y a de l'espoir. Moi, je pense que la jeunesse africaine, elle est extrêmement consciente des enjeux, des défis. Je pense que ce soit les collègues qui sont à Dakar, mais celles qui sont ici, celles et ceux qui sont ici ou en Europe ou ailleurs, là, ben, on sait qu'il faut faire quelque chose. On sait que nos ressources doivent être exploitées pour d'abord les populations locales. Moi, ce qui me tarote un peu plus, c'est j'ai l'impression qu'on ouvre plusieurs vannes, puis on ne priorise pas. J'ai l'impression que tout va dans tous les sens. Et c'est comme si on n'avait pas une structure en Canva qui nous permette. C'est sûr que c'est identitaire. L'identité, c'est le socle de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs de vie. Je pense que ça, c'est important. Mais à travers les différentes interventions, à travers les discussions, les échanges, les panels, les activités auxquelles je participe, on a une pluralité de propositions, de solutions, d'analyses, de perspectives. Puis il n'y a pas un canevas. Puis ça va être très difficile de ne pas identifier à travers vraiment une perspective holistique de qu'est-ce que nous voulons et commencer une étape à la fois. Et pour moi, c'est l'éducation de base qu'on a raté, en tout cas pour cette génération-là, peut-être y compris la mienne. Mais je pense que tout part de cette éducation-là, de pouvoir se situer à l'intérieur de ces différents espaces pluriels dans un monde très mouvant, très dynamique. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, j'interpelle tout le monde, les participants comme les intervenants. C'était vraiment ça. Est-ce qu'on demande trop à l'Afrique? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'est pas pertinent de réfléchir sur des priorités? Il faut prioriser parce qu'on va me dire, mais on a besoin de tout, mais je pense qu'il faut prioriser à un moment donné. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, monsieur le modérateur. Merci. Merci beaucoup. On va enregistrer les observations, les questions que vous avez, les questions du Canva. Est-ce qu'on demande trop à l'Afrique? D'accord. Mais je vois Madame Ndiaye, et puis après, Ali, je te donne la parole. Puis on va faire ici, c'est assez libéral jusqu'à présent, mais essayez quand même de faire des interventions assez courtes, parce que là, on doit commencer à rapidement. Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur le modérateur, de m'accorder la parole. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que Madame Soukaina, Dr Soukaina Diop, avait dit concernant la prise en compte du genre, qui semble être, disons, laissée aux féministes, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Si on veut que les choses changent, c'est vraiment à partir de l'école élémentaire, dans le système éducatif de nos pays, qu'il faudrait introduire la prise en compte du genre, que les tout jeunes enfants qui vont à l'école intériorisent déjà le fait qu'il faut tenir en considération la situation des garçons, la situation des filles, et qu'il faut travailler pour que les femmes, les filles, les futures femmes aient la possibilité de s'exprimer et de, disons, faire ce qu'il y a à faire pour achever leur potentiel. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore une école qui forme des gens qui sont sensibles au genre. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment que le système éducatif prenne cela en charge. Cela peut-être va aider les familles également, parce qu'il y a des familles dans lesquelles, jusqu'à présent, les questions de genre semblent être un discours dont on parle comme ça à la radio, à la télévision, à des moments bien précis, le 8 mars, et des choses comme ça. Mais après, on a fini avec ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment incruster cela dans la formation des citoyens. Et je ne connais pas de meilleure façon de le faire qu'à travers le système éducatif. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ali, je vais te donner la parole et je pense qu'on va reprendre donc le fil des intervenants. Chacun, vous avez, tu en profites pour 1 minute pour, je ne sais pas ce que tu comptais dire, mais après, tu prends une deuxième minute pour conclure. Faites, quelles sont tes réflexions après avoir entendu les autres? Et après, on fait le tour des intervenants. Chacun prend 1 minute, comme ça, on ne prendra pas trop de temps. Et après, c'est une conversation. Ça, c'est un début. Enfin, ce n'est pas un début, la conversation va commencer ailleurs. Mais on aura certainement d'autres occasions pour continuer la conversation. Comme ça, on ne reste pas trop longtemps sur ce panel-là. Donc, allez, vas-y. D'accord, je vais très vite. Toi, tu as 2 minutes et les autres vont avoir chacun 1 minute. Très bien. Non, je voulais répondre. Non, je pense qu'il faut qu'on soit exigeant et sévère avec nous-mêmes.
On ne va pas se donner des excuses en disant oui, l'Afrique n'a pas eu assez de temps. Non, on avait suffisamment de temps pour changer les choses, on ne l'a pas fait. Et je crois que si on ne fait pas déjà ce constat clair et net par rapport à nos propres défaillances, on ne va pas s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut faire des ruptures. Il y a des ruptures qu'on peut faire tout de suite et des ruptures qui nous demandent de créer l'unité parce que nos ennemis ne nous laisseront pas faire. Mais les ruptures qu'on peut faire, les ruptures au niveau de l'éducation, personne ne viendra nous envahir parce qu'on a changé les curricula de nos universités ou de nos écoles primaires ou des ruptures sur, par exemple, le politique. Bon, on est en train de faire partout des révisions constitutionnelles. Pourquoi on ne s'assoit pas sérieusement et on ne sait pas quels sont les systèmes de gouvernance qu'on avait et essayer de comment on peut le moderniser, le revaloriser au lieu d'essayer d'africaniser des constitutions importées qui ne marchent même pas là où ils ont été nés. Donc, il y a comme ça, oui, des priorités, mais il y a des étapes. Et ce travail, ce n'est pas le travail seulement des gouvernants, des dirigeants avec tous les défauts qu'on peut leur reprocher, c'est le travail de tout le monde. Les enseignants doivent travailler, les chercheurs doivent travailler, les professionnels doivent travailler. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, dans un pays, par exemple, pour commencer, c'est dire, on va commencer à faire des ruptures. Il faut créer un esprit de changement, un esprit de changement révolutionnaire. C'est toujours dans ces moments-là que des choses se fassent. Il faut pas, et il faut aussi que les jeunes, tous les corps, tous les acteurs sociaux sentent qu'on est rentré dans un processus et chacun va y apporter ce qu'il a apporté. Mais on ne peut pas faire comme ça, aller, oui, non, je crois que c'est ça qui ne marche pas. Et pour pouvoir nous défendre au niveau, par exemple, quand on va arriver à vraie rupture économique, là, il faut créer des confédérations, il faut créer l'unité africaine et en faisant des confédérations comme celle qui a été créée avec l'Alliance des pays du Sahel. Moi, je suis de la Corne de l'Afrique. Ça fait depuis des décennies que je milite pour une confédération de la Corne de l'Afrique. C'est aussi en créant des grands groupes comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité qu'on peut se défendre contre les intimidations de ceux pour lesquels on n'a pas encore le rapport de force nécessaire de les affronter tout seuls. Donc voilà, je pense que c'est cet élan, c'est ce processus révolutionnaire dans lequel on doit s'engager si on veut faire des ruptures. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci infiniment, Ali. Et Madame Badio, 1 minute pour nous dire quelles sont vos réflexions finales. On ne vous entend pas, votre micro est fermé, il faut ouvrir votre micro. Votre micro est fermé. On ne vous entend pas, Madame Badio. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Ça va, oui, maintenant ça va. D'accord, je remercie alors tous les panélistes. C'est un débat très enrichissant, une causerie enrichissante. Et donc moi, je voudrais dire quand même qu'on a de l'espoir. On a une jeunesse africaine qui, avec l'avènement des réseaux sociaux, prend de plus en plus conscience du fait que les paradigmes doivent changer. L'état d'esprit des Africains doit changer si vraiment nous ne voulons pas rester à la traîne comme nous l'avons été un petit peu pendant des années et des années. Et donc, vraiment, je reste confiante en cette jeunesse et en tout le monde pour que cette Afrique-là qui reste dans ce dynamisme de changement irréversible, hein, c'est un dynamisme qui est irréversible et qui va certainement prendre du temps pour se réaliser, mais qui va certainement aboutir tôt ou tard à une Afrique que nous voulons meilleure et beaucoup plus grande et enfin, qui va imposer le respect donc à travers le monde. Merci à tous et c'est ce que je voulais dire. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Soukaina, 1 minute. Merci. Bon, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire tout à l'heure en 1 minute. Simplement insister sur le fait que moi, je suis pas tout à fait
dans cette perspective de développement, et pour aller au développement, pour être développé, il faut être comme l'Occident, parce que l'Occident aussi a ses problèmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait un axe linéaire unique de développement. Je pense qu'on doit aller vers la satisfaction, le bien-être, la construction d'une nation équitable. Et je pense qu'il y a aussi des questions de manque d'équité dans d'autres espaces qui, entre guillemets, sont développés. Donc, je pense qu'on doit vraiment aller vers une construction de nations qui ne sont pas contre l'intérêt des populations, qui promeuvent un bien-être, qui promeuvent une forme d'émancipation de la population et qui permettent à chaque sujet, chaque personne, de pouvoir avoir une forme de bien-être dans son espace, de pouvoir construire un projet de vie qui soit à la hauteur de ses attentes. Donc, moi, je pense plutôt dans cette perspective-là. Et pour ça, ça demande à ce que les nations, les personnes, à chaque niveau, que ce soit individuel, social, gouvernemental, qu'on regarde en face les cadres qu'on a mis en place et les règles qu'on met en place et qu'on réfléchisse à dans l'intérêt de qui est-ce qu'ils sont mis en place et quelle est la proportion de nombre de personnes qu'ils désavantagent finalement. Et par rapport à ce calcul, peut-être qu'on saura si finalement ce sont des calculs qui tiennent la route. Et Très voilà, bien, c'est ce que je très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Atta, vous aussi, vous avez droit à... faudrait vous donner 30 minutes, 30 secondes. Vous avez parlé longuement tout à l'heure. Mais une Oui, minute. alors oui, je Non, pense que j'ai trop parlé, mais alors pour conclure rapidement, je dirais que je vais conclure sur mon troisième axe, qui est celui de la présence des Africains dans les instances internationales. Alors, il fut une époque où l'on se plaignait de la conférence de Berlin en disant que tout a été décidé sans nous. Mais aujourd'hui, les instances internationales sont assez ouvertes, accessibles à tout le monde. Et malheureusement, nous y brillons par notre absence. Et je pense que nous ne devons plus laisser les gens discuter sans nous et décider pour nous. Voilà. Et ça, aujourd'hui, nous en avons l'opportunité. Donc, j'exhorte tous les responsables des organisations non gouvernementales africaines qui sont dans ce panel à en prendre conscience et à savoir que les instances internationales sont accessibles à toutes les organisations de la société civile. Nous devons y être pour représenter l'Afrique, défendre l'intérêt des Africains, envoyer des inputs, envoyer des contributions. C'est vrai que parfois, on ne peut pas effectuer le déplacement parce que ça coûte un peu cher, mais il y a des moyens d'envoyer des inputs, il y a des moyens de faire de l'advocating, comment ça s'appelle en français, du plaidoyer. Voilà. Et donc, tous ces outils, il faut les utiliser. Il faut mobiliser la présence de l'Afrique à l'international. C'est sur ça que je vais conclure. Merci beaucoup à tous. Merci à Marie-Fall. Merci à Ibrahima pour cette belle coordination. Merci, merci et bonne Merci. soirée et au revoir. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Juste rappeler qu'il y a quand même tout un débat sur la réforme nécessaire de ce système international qui est alambiqué et complètement dépassé, quoi. Enfin bon, mais c'est tout un débat. Aziz, tu as le dernier mot. non, non, enfin, j'oserais pas dire le dernier mot. Écoutez, vous savez, les instruments de régulation internationale dont Jean-Michel vient de parler sont complètement gangrénés, ont été conçus par d'autres, souvent contre nos intérêts. Ce n'est pas le fait de les investir. C'est qu'il faut surtout que nous construisions, comme a dit tout à l'heure Ali Moussa, nous avions nos propres instruments de régulation qu'il faut revisiter, hein, tout en étant conscient qu'on ne faut pas être nostalgique. On peut faire une grande critique de la modernité. Nous avons été en fait modernes avant les autres sociétés. C'est juste que nous n'étions pas séparés de la métaphysique. Donc les Africains doivent, et c'est un peu le débat que Dieynaba pose, il y a une urgence dans un ordre du monde qui veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Donc si on dort au gaz, ben, on aura tout simplement la perpétuation, ce ne sera plus de la colonialité, ce sera une recolonisation. Donc il y a une urgence. Nous avons eu le plan de Lagos, nous avons un plan incantatoire qui est le plan très très mauvais qu'on appelle l'agenda de 2063. Il nous faut que nous soyons organisés parce qu'elle aurait raison s'il y a une dispersion des itinéraires et des tentatives, mais il y a une capacité de pouvoir faire un grand effort synergique et de mettre la capacité de l'audace dont Ali vient de parler, qui est effectivement une certaine radicalité.
Et cette radicalité, malheureusement, contrairement à l'espoir qui est confié aux jeunes, que j'entends souvent, je ne vois pas, je ne vois contrairement pas à ce qui est énoncé dans cet optimisme souvent impénitent qu'on prête effectivement, qui est un trait de notre culture, à cette jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas armée de science ne sera pas capable de s'organiser. Or, nous avons subi une trentaine, pour ne pas dire une quarantaine d'années de dépolitisation et de désaffection du système scientifique et une régression, notamment sur cette question de la condition des femmes. Et donc, il y a un immense chantier qui est ouvert et qui doit s'éveiller par à la fois nos efforts. Nous sommes à l'automne de nos vies et souvent, il va falloir refaire des choses que nous avons eu à refaire, que ce soit sur la question du racisme, que ce soit la question d'un nouvel ordre économique international, que ce soit sur développer une autre option que le simple développement. Moi, je propose un système basé sur l'équilibre, donc retrouver notre vitalité africaine pour un autre mode de consommation, mais une conception du bonheur qui serait la nôtre, ce qu'on appelle des équivalents homéomorphes. Les conceptions chinoises et indiennes sont différentes de celles occidentales. Pouvons-nous exprimer nos propres conceptions? Et pour ça, il faut bien se rendre compte que l'effort qui est demandé à nos générations, même si nous, Africains, avons le temps long, il y a une urgence. Donc, il est vrai de dire qu'il y a tellement de choses qu'on leur demande beaucoup, mais si on ne le fait pas, regardez comment nous sommes assaillis, nous sommes devant un nouveau scramble, ils sont tous là, que ce soit des puissances secondaires comme l'Iran ou les Turcs ou Israël ou d'autres puissances beaucoup plus importantes qui se redéploient et qui veulent avoir accès à nos ressources. Donc, c'est à nous de nous éveiller et de nous engager. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est une repolitisation démocratique de nos masses dans laquelle le système d'éducation est complètement revu, et un plan d'orientation général sur les priorités de développement pour pouvoir atteindre des niveaux d'égalité, parce que c'est ce que Isma explique, parce qu'en fait, il y a des formes de développement. C'est la répartition inégale qui fait défaut, et revoir dans une forme de discussion sur la multipluralité ou la pluripluralité du monde, la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial et essayer vraiment qu'on prenne conscience. Or, je ne sens pas ça, ni de la volonté politique de nos dirigeants, je ne sens pas cette capacité d'analyse de où est-ce qu'on doit aller. Je ne vois pas cela, notamment au sein de l'Union africaine, dans la Commission. C'est vrai qu'elle est en réforme, mais je ne sens pas vraiment cette aptitude stratégique à comprendre l'urgence et la rapidité avec laquelle il faut réagir face à la Chine, face aux États-Unis ou face à l'Europe. Et donc, je ne sais pas, c'est pas que je sois pessimiste, c'est que je vois en tout cas une ampleur de choses. Et je rappelle que tout ce qui avait été dit dans le film Africom Go Home vient de s'avérer. Et pourtant, on est à 15 ans. Ce djihadisme, nous l'avons prédit, nous l'avons bien démontré, et il est là, il est à nos portes, il gangrène nos sociétés. La régression sur la condition des femmes, c'est une réalité patente. Donc, vraiment, sans être long et sans vouloir abuser de la chance que nous avons de dire ce dernier mot, c'est que cette image caricaturale qui montre l'Afrique en éveil avec la Chine et l'Inde, j'aurai la grande opportunité d'en parler à Colombo pour les 70 ans du non-alignement. Donc, c'est au Sri Lanka. Et figurez-vous, et n'oubliez jamais que ceux qui ont fait le non-alignement, ce n'était pas une forme de neutralisme. C'était en principe un alignement contre l'impérialisme. Et donc, ce nouvel ordre mondial des non-alignés dans lequel l'Afrique participe, ça doit faire partie d'un nouvel alignement contre l'impérialisme. Et ça, c'est vraiment tous les Africains qui doivent se mettre dessus. Et c'est une lutte constante, pas seulement notre système éducatif, mais l'engagement politique des citoyens et des citoyennes avec une place, comme je l'ai dit, privilégiée aux femmes. Si on ne fait pas ça, malheureusement, avec organisation, je crains qu'on risque de vivre encore un autre siècle très difficile. Merci beaucoup. Organisation, c'est le maître mot, je trouve. Organisation. Alors, parlant de jeunesse, parler de sciences, une jeunesse armée de sciences, armez-vous des sciences, disait Cheikh Anta Diop. Voilà, avant d'inviter Neymari à remercier tout le monde, remercier les panélistes et clôturer le débat, je vais juste dire deux mots. L'importance justement de la science, c'est aussi l'un des terrains, le savoir et les sciences, c'est l'un des terrains de lutte aujourd'hui les plus importants. Et on a tout vu. Et on vit aujourd'hui, en fait, une situation extraordinaire où les gens sont dans la cinquième révolution industrielle, où c'est une chronologie qui est contestée. Mais dans tous les cas, on est dans des débats et dans des dynamiques technologiques, artificielle intelligence et tout ça et tout ça. Et les enjeux sont extrêmement importants et on n'est pas sûr qu'on fait le nécessaire, nous, en Afrique,
pour être à ce niveau-là, tout en aussi nous donnant les moyens de régler tous les autres problèmes que nous avons. Hein. On a plein de problèmes basiques pour certains. On a encore les problèmes de survie, sécurité humaine, alimentaire, euh, problèmes de gouvernance, impossible. Hein. Et donc, plein de problèmes d'accès à l'énergie, à l'électricité, 600 millions de personnes encore privées d'accès à l'électricité qui n'ont pas ça, quoi. Donc, on a des problèmes de ce type-là. En même temps aussi, on est obligé d'être là où ça se débat, là où les parents s'émènent aujourd'hui, sur les plans les plus avancés, les plus pointus de la technologie. Donc, il faut qu'on investisse encore plus dans la science, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans tous les niveaux de l'éducation. Comme ça, c'est souligner ça. Deuxième chose, vraiment, merci à Ndeye-Marie et à tous ceux qui ont pris l'initiative donc, de célébrer le mois de l'Afrique au Québec. Je pense que c'est une des choses qu'il faut faire pour justement souder les relations entre l'Afrique et sa diaspora et faire en sorte que la diaspora soit moins quelque chose qu'on regarde avec un intérêt à peine caché, qu'on les instrumentalise, là, hein, les diasporas. Les ressources qu'ils ont nous intéressent, les compétences qu'ils ont, les compétences nous intéressent, mais on ne s'intéresse pas à ce qui arrive à la diaspora. On ne sait même pas comment elle vit, on ne sait même pas de quoi elle est faite. On n'enseigne pas les questions de la diaspora dans nos universités, dans nos écoles. Donc, il y a vraiment une occasion, je pense, de souder les relations, de faire en sorte que les événements qui se déroulent au continent soient célébrés au niveau de la diaspora, mais également, cette diaspora soit mieux connue. Et la diaspora qui contribue au bas mot 100 milliards de dollars par an au niveau du continent, les remises d'argent, les envois de fonds, sont estimés à près de 100 milliards par an. Donc, c'est énorme par rapport à ce que ça contribue. Toutes les populations, toutes les familles que ça fait vivre, bon. Donc, la diaspora et l'Afrique, je crois que c'est important. Et cette initiative-là, j'espère que les années à venir, chaque année, elle sera célébrée d'une manière encore plus créative, plus intéressante. Je vais terminer aussi avec une prédiction, puisqu'on est dans le domaine des prédictions, c'est comme ça qu'on a commencé ce panel. Amata Aïdo, c'est une écrivaine ghanéenne qui est décédée il y a 2 ans, en 2023. Amata Aïdo, il y a presque 30 ans, a écrit en 1990, et maintenant, ça fait 30 ans, n'est-ce pas? Et a écrit un roman dans lequel elle parle donc d'une femme, d'une fédération des États d'Afrique, présidée par une femme. Hein. Et c'était une prédiction, on avait demandé aux gens de dire comment ils voyaient l'avenir, et puis quelqu'un a trouvé cette formule-là. En fait, l'avenir de l'Afrique, ce serait un État fédéral de l'Afrique présidé par une femme, mais qui était tellement forte et tellement puissante qu'on disait que non, on n'appelait pas une queen, comme en anglais, on disait que c'était a shaking, une roi femme, quoi, en quelque sorte. Mais cette idée d'une Afrique unie, très forte, présidée par une femme, pose toute la problématique du genre dont on a parlé, que Soukana a soulevé, d'autres ont soulevé, Aziz. Et je pense que ça ramène avec cette question fondamentale de cet avenir qui sera bien plus radieux si on règle certaines contradictions de base que nous traînons avec nous pendant très longtemps. Et l'une de ces grandes contradictions, c'est celle du genre. Je pense qu'il faudrait remettre les femmes au centre. Et Amara Aïdou a écrit, donc il y a plus de 30 ans, que l'avenir de l'Afrique, c'est cet État fédéral et qui est fondé sur des bases complètement nouvelles et qui sera dirigé aussi par donc, des femmes, et femmes qui sont tellement puissantes que on ne les imagine même pas comme femmes, quoi. En fait, au fond, une manière de poser les problèmes. Donc voilà, merci encore à Ndeye-Marie de m'avoir donné l'occasion dans cette conversation, et c'est un honneur pour moi d'avoir eu des panélistes aussi brillants et un public aussi important. J'en profite pour saluer mes collègues qui sont sur le panel. Je vois Aïta, Abda et tout le monde, Youssouf. Et je vois mon frère Yaya qui est au Québec aussi, un écrivain. Mais merci encore une fois pour cette opportunité. Merci à tous les panélistes. Mais je te laisse la parole, Ndeye-Marie, pour nous dire comment tu as ressenti tout ça aussi. Merci infiniment, Ibrahima. Je suis comblée. Heureusement que tu as pu prendre tout ça en main. Je pense que la diversité et la pluralité de notre arbre à palabres a donné des fruits, parce qu'effectivement, les points de vue ont été divers, mais complémentaires. Donc, je remercie chaque
intervenants, intervenantes, comme on dit chez nous, je vous remercie par vos noms et prénoms. Et vraiment, je suis, je répète, comblée. Et je voudrais remercier quelqu'un qui n'a pas vraiment pris la parole, mais qui a été aussi très instrumental. C'est Mbaye Merewa, qui est un collègue et ami originaire du Tchad, mais qui fait partie de cette diaspora à Québec, avec qui je travaille depuis maintenant au moins 2 décennies, qui est un jeune frère, qui effectivement a vu les efforts que nous faisons pour que le mois de mai devienne le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, qui est le président du COPAC, qui regroupe un certain nombre d'organisations africaines qui sont basées à Québec, et qui a eu cette idée de dire, bon, nous, société civile, pouvons poser des actes. Nous n'avons qu'à faire une célébration, première édition du mois de l'Afrique à Québec. Peut-être que ça pourra encourager les plaidoyers à faire afin que l'Union africaine ne nous prenne plus simplement comme appendice dans ces décisions, mais sache que nous sommes aussi des acteurs par rapport au développement futur de l'Afrique, que c'est une nécessité de nous impliquer dans ces décisions-là. Et cela nous fait donc revenir au truc central de dire nous aimerions que le mois de mai devienne le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Et la discussion que nous avons eue aujourd'hui, petite discussion, mais importante, a posé certains jalons par rapport aux différentes nécessités. Et cette vision de cette Afrique que nous aimerions qu'elle comment je vais dire, quel mot juste je pourrais utiliser, qu'elle se réconcilie avec elle-même. Parce que quelqu'un a posé la question en disant, mais comment avons-nous pu faire pour que les Occidentaux nous rendent en esclavage? Les Occidentaux, mais les Arabes aussi, hein, nous mettent en esclavage, nous colonisent. Comment avons-nous pu faire après notre grandeur? Et donc, il faudrait peut-être que cette Afrique-là se réconcilie avec elle-même. Et pour se réconcilier avec elle-même, je pense qu'elle doit se poser des questions aussi fondamentales et importantes que celles qui ont été posées ici, et plus particulièrement dans le cadre des interventions de Ali. Je crois que Ali a été très courageux par rapport aux questions qu'il faut que nous nous posions. Le fait que non, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous en avons déjà gaspillé trois quarts de siècle. Et donc, nous ne pouvons plus nous permettre de traîner en nous disant, nous avons le temps long. Non, nous n'avons plus le temps long. Notre culture est une culture de temps long, mais vu que nous ne sommes pas seuls au monde, comme toi-même, Ibrahima, tu l'as dit, si nous voulons essayer un rééquilibrage du monde avec nos mots, avec nos narratifs, nous ne pouvons pas ralentir le pas en disant nous avons le temps long. Donc, je remercie toutes celles et ceux qui ont apporté une brique à cette construction qui pourrait nous aider à peut-être aussi aider l'Union africaine dans sa réflexion. Parce que comme l'a dit Aziz, on a eu ce qui s'était passé dans les années 80 avec les décisions à Lagos. Si ces choses-là avaient été mises en œuvre telles que ça avait été décidé, peut-être que nous serions loin. On ne peut pas juste attendre que les agendas se décident de 63 ou 58 ou etc. Peut-être que oui, une conversation comme celle-là pourrait aider à fructifier
les réflexions que se font les États au niveau de l'Union africaine. Alors, merci infiniment. Merci Mbaye, merci à Dieynaba, merci à l'équipe de l'autre côté, les jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont en train de s'occuper de notre ligne du lien Zoom. Merci à tout le monde. Excellente soirée pour ceux qui sont en soirée et excellente fin de journée pour ceux qui sont en journée comme à Québec. Merci infiniment. Et je vous invite le 26 pour un hommage conjoint pour 2 directeurs généraux de l'UNESCO qui ont laissé une empreinte indélébile sur l'organisation. Celui que je ne peux pas appeler Monsieur Amadou Martambo, mais vu mon affection pour lui, Tonton Amadou Martambo et Federico Mayor, ce sera le 26 à partir de 18h aussi, parce que bon, avec les décalages horaires, nous sommes obligés d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse participer. Alors, je vous remercie infiniment et du fond du cœur, et j'espère vraiment que nous aurons d'autres occasions de prolonger cet arbre à palabres. Bonne soirée, et Ibrahima, vraiment du fond du cœur, toute ma gratitude. Merci surtout à toi. Merci à tous les panélistes, surtout ceux qu'on a abordés vraiment de last minute à chacun de vous, et vous avez été extraordinaire. Ouais. Merci. Bye bye. Bonne continuation. Merci. Bonne soirée.